Une créature d'une tonne de long et pesant 2 livres est extraite des profondeurs de l'océan. Elle fut transportée à l'aquarium de Tob, sur la côte est du Japon, où elle fut exposée sous le nom de numéro 1. Ce fut le premier spécimen de son espèce à être maintenu en captivité. Mais même ses soigneurs ignoraient que ce grand habitant des profondeurs, semblable à un crabe, allait bientôt devenir l'animal le plus célèbre de tout l'aquarium et peut-être même de tout le Japon. Pendant un temps, tout alla bien. Numéro 1 explorait son bassin. Il se déplaçait lentement, mais semblait en bonne santé. Puis, le 2 janvier 2009, quelque chose changea. C'était l'heure du repas, comme d'habitude. Numéro 1 mordilla légèrement un peu de chinchard. Soudain, il s'arrêta de manger et s'éloigna. Il ne termine pas son repas. Et même si sauter un repas paraissait étrange, ce fut la dernière fois qu'il mangea. Son gardien, Takaya Moritaki, n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Il approcha la nourriture. Aucune réaction. Il essaya différents aliments. Toujours rien. Normalement, il aurait ignoré la nourriture, l'aurait repoussée ou se serait lentement éloigné. Moritaki alla jusqu'à pousser doucement la tête de numéro 1 vers la nourriture. Rien. Il ajusta la température de l'eau, espérant que cela aiderait, peut-être pour le rendre plus à l'aise ou pour stimuler son appétit. Aucun changement. Les semaines passèrent, puis les mois, puis les années. Numéro 1 ne mangea rien pendant toute l'année 2009. La rumeur commença à circuler qu'une étrange créature des abysses de l'aquarium de Tob faisait une grève de la faim. Les visiteurs commencèrent à venir uniquement pour assister à ces séances de repas, ou plutôt de jeûne. Numéro 1, toujours, ne mangeait pas. D'après certains rapports, il aurait même appris à faire semblant de manger, bougeant la bouche et les pattes avant autour de la nourriture pour tromper ses soigneurs. Mais il ne mordait jamais réellement. L'année 2009 passa, puis 2010, 2011, 2012 et 2013. Pendant 4 années consécutives, il ne fit que jouer avec sa nourriture. Aucun animal en captivité n'avait jamais refusé de se nourrir aussi longtemps tout en restant en vie. Puis, le jour de la Saint-Valentin 2014, Moritaki apporta un morceau frais de maquereau. Il le plaça dans le bassin. Numéro 1 ne bougea pas. Il se pencha, prit doucement la créature dans ses mains et se rendit compte qu'elle n'était plus en vie. Les analyses ultérieures effectuées sur ses restes ne révélèrent aucun signe de maladie ni de blessure. Il n'était pas malade. Il n'avait subi aucun dommage apparent, du moins selon les scientifiques. Il avait simplement cessé de manger pendant 1868 jours consécutifs. Des milliers de personnes suivirent l'histoire de numéro 1. Au fil des années, les médias couvrirent chacun de ces non-repas. Les internautes débattirent de nombreuses théories. Certains plaisantaient en disant qu'il était simplement difficile. D'autres juraient qu'il était déprimé. Mais lorsqu'il mourut finalement, le Japon fut en deuil. Les gens déposèrent des fleurs, des messages et de petites peluches de maquereaux près du bassin. Ce n'était plus simplement une carapace. Numéro 1 était devenu un symbole de patience, de mystère et du refus des profondeurs marines de livrer leurs secrets. Et, comme on pouvait s'y attendre, ce n'était pas n'importe quel animal. Numéro 1 était un isopode géant, un charognard des grands fonds, blindé comme un char d'assaut, connu pour sa résistance à la pression, au temps et apparemment à tout type de nourriture. Et pourtant, la question continue de nous hanter. Pourquoi numéro 1 a-t-il cessé de manger ? Est-il mort de faim ou d'une autre cause ? L'aquarium aurait-il pu faire quelque chose de différent ? Et comment diable a-t-il survécu plus de 5 ans sans manger ? Au fond de l'océan, là où la lumière du soleil ne pénètre jamais, vit cette créature qui semble un croisement entre un cafard et un char blindé. Et ce n'est pas une insulte. Les isopodes géants appartiennent à l'ancienne famille des arthropodes, le même groupe qui inclut tout, des crabes et crevettes jusqu'aux araignées, et, oui, aux cafards. Mais tandis que les cafards ont évolué pour ramper entre les feuilles mortes et les cuisines humaines, les isopodes géants se sont adaptés aux abysses, où la nourriture est rare, la pression écrasante et le froid mortel pour la plupart des formes de vie. Ils ne sont pas rapides, avançant à la vitesse d'une tortue, entre 0,2 et 0,4 miles par heure. Ils n'ont ni venin ni pince puissante, pas de technologie furtive,
Pas de camouflage, ils ne sont pas intelligents non plus, du moins pas comparés aux élites des profondeurs comme les pieuvres ou les calmars, capables de résoudre des problèmes et de mémoriser. Même les dauphins et certains poissons montrent des comportements sociaux complexes. L'isopode est solitaire, lent et incapable de faire quoi que ce soit qui ne soit dicté par ses instincts. Comment alors une créature aussi inutile survit-elle ? Comment parvient-elle à vivre sans vitesse, sans intelligence et sans armes offensives dans l'environnement le plus impitoyable de la planète ? Malgré son apparence d'extraterrestre, moitié cafard, moitié trilobite, l'isopode géant est étonnamment proche des petits insectes de ton jardin. Oui, ces petites bêtes grises qui se roulent en boule quand on les touche. Même famille. Mais alors que certains de leurs ancêtres sont restés sur la terre ferme, d'autres ont plongé dans les océans, descendant jusqu'à 7000 pieds de profondeur. Les isopodes géants appartiennent à l'ordre des isopoda, un lignage vieux de plus de 300 millions d'années. Et bien que la plupart des gens pensent au Bathynomus giganteus lorsqu'ils entendent isopode géant, il existe en réalité une vingtaine d'espèces connues, variant en taille et en distribution. Certains ne mesurent que 12 cm. D'autres semblent faits pour combattre Godzilla sous la mer. Toutes partagent la même stratégie: s'armer, ralentir, manger quand c'est possible et attendre qu'un requin passe pour lui appliquer la morsure finale. Les isopodes géants ne sont pas connus pour être des chasseurs agressifs. Mais cette vidéo les montre en train de dévorer un requin dormeur, un rare moment où un isopode capture une proie vivante. Probablement filmé près d'une plateforme pétrolière, où ces charognards trouvent parfois des proies grandes et imprudentes. Ce qui rend ce moment encore plus troublant, c'est que les isopodes sont des opportunistes impitoyables, et que, pour ces créatures des abysses, de tels festins ne sont pas fréquents. Ils ne chassent pas, ils attendent. Et quand ils mangent, c'est souvent un festin de restes laissé par un plus grand prédateur. Par exemple, ces images de Rové montrent un isopode se nourrissant de la tête d'un poisson, probablement après que celui-ci eût été tué par un autre prédateur. La nourriture se fait rare au fond des océans. Pas de plantes, pas de plancton, pas de zone de chasse regorgeant de proies. Ce qu'il y a, c'est un lent ruissellement de matière morte, poissons, calmars, voire cadavres de baleines descendant des hauteurs. Et c'est là que l'isopode géant excelle, c'est le charognard par excellence. Lorsqu'une carcasse atteint le plancher océanique, c'est un festin. Il utilise ses antennes pour détecter les signaux chimiques dans l'eau et se diriger vers la source. Ses yeux, grands et réfléchissants, ne servent pas à grand-chose dans l'obscurité totale. Tout repose sur l'odorat, le toucher et le bon moment. En l'absence de photosynthèse, chaque nutriment compte. Un thon mort peut devenir un véritable festin, et les isopodes sont souvent les premiers à arriver et les derniers à repartir. Ce travail de nettoyage prévient les maladies, aide au cycle des nutriments et soutient l'étrange réseau alimentaire qui existe dans les profondeurs. Lorsqu'ils trouvent de la nourriture, ils se gorgent jusqu'à l'excès. Certains experts pensent que c'est l'une des raisons pour lesquelles on a observé que le spécimen numéro 1 avait tant dévoré en captivité qu'il n'eut plus besoin de se nourrir pendant plus de 5 ans. Cela donne une idée de l'extrême capacité d'adaptation de cette espèce. Il reste un mystère quant à la raison pour laquelle il a cessé de manger. Se laissait-il mourir de faim, ou se préparait-il simplement à mourir ? Quoi qu'il en soit, dans les abysses, il ne s'agit pas de manger souvent, mais de manger suffisamment pour survivre à la famine. C'est l'une de leurs plus grandes adaptations de survie, un métabolisme incroyablement lent qui leur permet de surpasser presque toute autre créature des profondeurs. Mais même cela ne suffit pas à expliquer comment ils prospèrent au fond de l'océan. Pour comprendre le mode de vie de l'isopode géant, il faut d'abord comprendre où il vit. Ces carapaces blindées se trouvent à des profondeurs allant jusqu'à 2000 mètres sous la surface, principalement dans les océans Atlantique et Pacifique. Là-bas, la pression peut dépasser 200 fois la pression atmosphérique au niveau de la mer. Cela écraserait la plupart des créatures de surface comme une crêpe. Mais pour l'isopode géant, c'est juste un mardi comme les autres. Leur corps est bas, construit comme un mini-char avec une carapace aplatie qui peut se replier vers l'intérieur lorsqu'ils se sentent menacés. Ce comportement de courbure, appelé conglation, n'est pas seulement une démonstration défensive. Il permet à l'isopode de protéger son ventre mou à la fois contre les prédateurs et les terrains accidentés. Pensez-y comme à une version sous-marine du fait de se recroqueviller sur soi-même quand tout devient trop dur, comme un tatou. Il y a aussi moins de pression de prédation et de compétition, permettant aux espèces de croître sans devoir être agiles ou petites pour survivre.
Si vous souhaitez que je fasse une analyse complète de toutes les raisons pour lesquelles les scientifiques pensent que ces créatures abyssales atteignent de telle taille, laissez un commentaire. L'aspect des ressources joue aussi un rôle. Leur grande taille leur permet de stocker davantage de nutriments après un repas rare. C'est comme avoir un réservoir de carburant plus grand dans un endroit où il n'y a pas de station-service. Chez l'isopode géant, tout est lent. Il se déplace lentement. Il mange lentement, ou pas du tout. Il grandit lentement, se reproduit lentement et réagit lentement. Mais ce n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie parfaitement adaptée à un monde où l'action et l'abondance sont rares, et où la patience est la clé de tout. Sa structure corporelle n'a presque pas changé depuis des centaines de millions d'années. Son mode de vie est la définition même de la survie minimaliste. Et c'est en partie ce qui le rend si fascinant dans un monde obsédé par la vitesse, la chair et le spectacle. L'isopode géant est la preuve qu'on peut encore gagner en allant lentement et en restant bien protégé. Peut-être que numéro 1 ne voulait pas manger, peut-être qu'il ne pouvait pas, peut-être n'était-il tout simplement pas fait pour vivre dans un monde de murs de verre et de regards curieux. Mais pendant 5 ans, cette créature a supporté ce que nous serions incapables de faire pendant 1 mois. Nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé à numéro 1, mais son cas de vie ou de mort a poussé les chercheurs à se poser de nouvelles questions sur les limites réelles des créatures abyssales. Peut-être que la stratégie de survie des isopodes géants appartient au passé, ou plutôt aux 100 derniers millions d'années. Mais dans un tel monde, mieux vaut ne pas changer ce qui fonctionne encore.